RDC est une et indivisible. Que la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Moi, si ces gens veulent aller prendre le coltan dans le Kivu, par force, vous allez faire quoi? Dis-moi, vous allez faire quoi? Parce que vous voyez l'exemple de l'Ukraine est là. L'Ukraine et la Russie. Quand il y aura une coalition du genre OTAN contre la Russie, ou la coalition de la communauté internationale contre nous, nous n'allons pas exister. Nous n'allons pas exister, mes frères amis. L'heure est grave qu'il faut remobiliser toutes les énergies internes, appeler à l'union sacrée de la nation, donc de toutes les forces, pas aller avec l'union sacrée comme plateforme, comme je vois aujourd'hui, on est en train de tromper. Mais il avait déjà lancé les consultations, peut-être que votre famille politique n'a pas répondu présent. Il fallait aller répondre, c'était pour créer cette union sacrée, la nation. On a attendu, vous avez fait sourd d'oreille. Ne confondez pas, c'est ce que je dis. Je me disais, quand je suivais les discours du président, mais c'est lui qui a écrit le discours là que le président lit. C'est pas le même qui a écrit le discours sur la rupture avec le FCC. Donc il faut faire attention. Ici, ce n'est pas le FCC, là, c'est les Nations Unies. Donc il faut faire attention. Je reviens à vous pour chuter notamment. Je prends Nathalie Yoko, 10h30 à Kinshasa. Nathalie, est-ce que l'actualité actuelle, c'est pour faire bloc, n'est-ce pas, et résister, parce que l'air est grave. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Comment doit se faire cette union sacrée à l'interne? Quand le pays est en danger, il faut faire les rappels de troupes. Il y a des notamment ceux qui ont de l'expérience par rapport à cette question de la sécurité dans l'Est. Il faut faire le rappel de troupes. Faire revenir tous ceux-là qui ont géré cette situation de l'Est. C'est très important. On ne néglige pas l'expérience. Parce que là, nous sommes à un pas de la guerre. Un pas de la guerre. Et cette guerre-là, actuellement, une guerre entre États, vous ne savez pas les implications. Aujourd'hui, nous avons vu la Grande Russie, qui a cru aller écraser l'Ukraine. Vous connaissez la suite. Donc, c'est très important. C'est mieux de négocier la paix que de se fourvoyer dans un déclassement d'un conflit armé pour un problème facile, simple. Parce que le problème là de M23, il y a eu les accords d'Addis Ababa. Les accords existent. Il y a eu des engagements de la République démocratique du Congo auxquels nous avions souscrit et nous avons donné des suites. L'Ouganda n'a jamais tenu à ses engagements. En fait, le pays de la sous-région, donc l'Ouganda, le Rwanda, ils n'ont jamais tenu à leurs engagements. Et même les engagements par rapport aux Nations Unies n'ont jamais tenu. Mais les accords existent. Il faut sortir peut-être ces accords-là. Qu'est-ce qui n'a pas été appliqué? Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que nous puissions avancer? Parce qu'il y a déjà une base de discussion. Vous allez commencer, vous allez faire le tabula rasa, recommencer cette histoire aujourd'hui. Maintenant, M. Tshibungufa, ils sont en position de force à Bunagana. Nous allons maintenant négocier en position de faiblesse. L'opinion s'interroge, M. Jean-Pierre Moutanda, que veut finalement les M23? Ça, c'est une question. Mais le M23, c'est le Rwanda. Vous voulez vous demander, c'est aujourd'hui, la population congolaise doit toujours se demander M23, c'est quoi? M23, c'est le Rwanda. ADF, c'est l'Ouganda. Pourquoi la population congolaise est chaque jour en train de demander ils veulent quoi, ils veulent quoi, ils veulent quoi? Vous ne savez pas ce qu'ils veulent. Voilà le problème, cela. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes là en train de... Nous est mort. Et vous vous demandez M23, qu'est-ce qu'ils veulent? Nous est mort, pourquoi? Donc c'est ça le problème. Il faut informer la population. Donc on peut quitter de CNDP, M23 ou un autre surnom là, c'est toujours la même chose. Même aujourd'hui. Les Rwandais qui
Même aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Rwanda. Vous ne voyez pas seulement le Rwanda. Non. Même aujourd'hui, on va négocier, allez, venez dans l'armée, venez dans la police, venez dans l'administration, prenez le ministère, et vous êtes nommé ministre, tout ça. Vous verrez qu'il y a toujours d'autres qui vont rester. Les autres, ils vont dire non, nous on reste. Gardez nos vaches, gardez nos champs. 5, 10 ans après, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut saisir d'une façon définitive à régler ce problème définitivement. Donc à ce stade, les Nations Unies ne peuvent rien pour nous. Ils ne peuvent rien parce qu'ils vous ont dit qu'ils ne sont pas en mesure de nous aider à déloger l'M23, qui est maintenant comme une armée organisée, et ils ont des armes sophistiquées. Et vous demandez même que les armes là proviennent d'où? Bon, il dit peut-être que ce n'est pas de la forêt. Hein? Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Vous ne savez pas là où venaient les armes du M23? En 2013, à Tchanzu, vous avez vu le président Kabila à Tchanzu. Vous ne savez pas là où venaient les armes. Vous ne savez pas là où se trouve Tchanzu. On a vu des chars de combat amenés jusqu'à la montagne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a amené ces chars de combat ici? C'est ce qui m'a toujours étonné, que la population demande toujours, ça vient d'où? M23, qu'est-ce qu'il veut? Jusqu'aujourd'hui, mais nous avons perdu un président de la République dans cette affaire de l'Est. Hein? Nous avons perdu nos vaillants soldats, nos éminences grises dans la gestion de cette affaire. Ce n'est pas un problème que vous pouvez prendre à la légère. Ça ne se limite pas à des discours, s'il vous plaît. C'est un problème sérieux. Et quand les Nations Unies se lèvent pour dire que non, voilà, ce sont des négociations, entendez-vous, entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais qu'est-ce que vous avez encore à faire? Dernière question. Lorsque on fait le rappel des troupes, comme vous avez proposé ici, on rappelle un peu ceux qui ont travaillé sur la question. On est autour d'une table, on s'entend entre Congolais. Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à là où nous sommes, à ce stade actuel? Un pays uni, un peuple uni est très fort que la bombe atomique. Comprenez? C'est très important. Il faut faire les rappels de troupes. C'est pourquoi, même en Israël, dans des grandes armées, on dit toujours les officiers de réserve. Et ils sont là. Ceux qui sont partis sont en réserve de la République. Et qu'il y a des problèmes sérieux, il faut aller les chercher. Pour vous aider à comprendre comment ces histoires marchent. C'est pourquoi il y a toujours des officiers de réserve. Nous avons un ancien président de la République qui est là, qui a combattu ces gens, qui a remonté l'armée jusqu'au 8e sur l'échelon africain. Jusqu'au départ, on avait augmenté la dissuasion, le Rwanda et l'Ouganda avaient peur maintenant du Congo. Maintenant, nous avons régressé au 12e. La coalition s'est mise en place, ils se mettent à embêter maintenant aujourd'hui. Embêter le président Tshisekedi qui ne sait plus dormir. Il ne sait pas dormir, il est tout le temps dans les avions et tout ça c'est dangereux, tout ça. Il faut qu'il rentre, qu'il fasse le rappel de troupes, parce que la maison Congo est en danger. Il faut faire appel les troupes, la maison Congo est en danger. C'est votre conclusion, Jean-Pierre Mutanda. Merci d'avoir répondu à notre invitation et puis ces interventions, en tout cas très, très pertinentes. Vous maîtrisez la question. Vous y avez travaillé à l'époque aux côtés de Raymond Tshimana Tungambolo. Merci. Merci beaucoup. Les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, c'est dans quelques instants, après ceci. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs des délégations, c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons cette salle de l'Assemblée générale après un peu plus d'une année d'absence par suite de la pandémie de Covid-19, cette peste du XXIe siècle qui secoue l'humanité, particulièrement par le nombre élevé de ses victimes, la destruction des économies des nations et l'aggravation de la pauvreté dans le monde. Ces retrouvailles sont encourageantes
Elles permettent d'espérer davantage un retour à la vie normale dans nos pays, et ce, grâce au génie de nos scientifiques et aux efforts communs de nos États, dans un élan de solidarité internationale remarquable. Nous devons accroître ces efforts et renforcer cet élan de solidarité pour vaincre définitivement la pandémie de Covid, relancer la croissance de nos économies et assurer un meilleur avenir aux populations de notre planète. C'est pourquoi je salue le choix du thème pour cette 76e session de l'Assemblée générale, à savoir miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Ce thème traduit bien notre détermination d'éradiquer le Covid-19 et notre désir de rétablir le destin commun par le multilatéralisme sous la coordination d'une ONU à la hauteur des défis existentiels de l'humanité, notamment celui de la réalisation des objectifs du développement durable et inclusif. Monsieur le Président, la victoire contre la Covid-19 n'est possible et durable que si le combat demeure une affaire de tous et si nous atteignons un taux d'immunité collective suffisant pour l'ensemble de l'humanité. Pour sa part, l'Afrique n'a pas croisé les bras et n'entend point capituler devant une quelconque fatalité du destin. Au contraire, elle a mis en place une stratégie continentale commune contre la Covid-19. Dans ce cadre, elle a créé un fonds de réponse à la Covid-19 et lancé une plateforme de fourniture médicale pour garantir à tous ces pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. L'Afrique a signé le 28 mars 2021 par le canal de l'African Vaccine Acquisition Trust, AVAT en sigle, un accord pour l'achat de 220 millions de doses de vaccins, et certains pays africains ont initié le projet de création de l'Agence africaine de médicaments. D'autres produisent déjà des vaccins sous licence. D'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera dans notre continent les 25 millions de doses par mois. Des chercheurs africains de renommée mondiale en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui méritent d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. À ce sujet, je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des projets incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus et l'invention du vaccin dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie, qui comme une hydre en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locales. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments.
Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires. Et enfin, cinquièmement, soutenir les politiques de réforme de structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Monsieur le Président, la Covid-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines, elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession, aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont beaucoup sont africains. De plus, l'impact de la baisse généralisée des activités économiques a été particulièrement ressenti en Afrique par les populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants, notamment par la perte d'emploi, la chute des revenus et les déperditions scolaires. Aussi, en même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commande la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ses dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine salue toutes initiatives portant sur le financement des économies africaines affectées par la Covid-19, notamment celle du G20 sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du 4e sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ses besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Il est également souhaitable que ces ressources exceptionnelles concourent à promouvoir plus vigoureusement l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, l'accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'économie verte. C'est dans cet état d'esprit que je demande un soutien massif des partenaires techniques et financiers de l'initiative de l'Alliance sur l'entrepreneuriat en Afrique, annoncée lors du sommet de Paris, qui tiendra sa réunion constitutive dans les prochaines semaines.
La République démocratique du Congo plaide pour l'accélération de la mise à disposition effective des ressources par le FMI, sans oublier l'impératif d'alléger la dette des pays africains et de matérialiser toutes les promesses faites à l'Afrique en compensation des sacrifices consentis afin de préserver l'humanité contre le réchauffement climatique. S'agissant particulièrement du réchauffement climatique, il convient de rappeler qu'il reste moins de 6 semaines avant la COP26 et 9 années avant 2030. Pour l'Afrique, l'année 2030 sera marquée par une baisse du PIB pouvant atteindre les 15%, une réduction des rendements agricoles et une forte augmentation de risques d'inondation côtière et dans les pays insulaires. Pour faire face à ces impacts négatifs, d'ici à cette échéance fatidique, le continent africain aura besoin de 30 milliards de dollars par an pour s'adapter. Ce montant devrait passer à environ 50 milliards de dollars d'ici 2040. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale en général et aux amis de l'Afrique en particulier de soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, AAA en sigle, dirigé par le Global Center Adaptation et la Banque africaine de développement, programme qui entend mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans pour aider l'Afrique à supporter le choc des changements climatiques. Ainsi, au-delà des proclamations de foi et de bonnes déclarations d'intention, la relance de l'économie mondiale sera une réalité pour tous et la solidarité internationale aura un contenu palpable, notamment pour les peuples africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique n'a pas besoin d'aumône. Elle se bat pour conquérir des espaces de liberté et d'action dans un monde toujours en compétition afin de se forger un destin meilleur et d'apporter davantage sa contribution au progrès général de l'humanité. L'Afrique a besoin de partenariats constructifs et gagnant-gagnant pour mettre en valeur ses fabuleuses richesses naturelles, se doter d'infrastructures de développement et améliorer les conditions de vie de ses populations. À l'évidence, l'atteinte de ces objectifs exige des institutions démocratiques fortes et stables, des politiques publiques adéquates, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Ni les capacités, ni le dynamisme des populations, et encore moins les ressources naturelles, ne font défaut à l'Afrique pour ce faire. Globalement, les progrès substantiels ont été accomplis au cours de ces deux dernières décennies en termes de consolidation des processus démocratiques, de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, en dépit de la contrariété impitoyable des relations internationales ainsi que des conséquences néfastes des changements climatiques. Cependant, le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. En effet, si la lutte contre Daesh a remporté de victoires incontestables au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, en Afrique, par contre, l'AQMI et autres groupes affiliés à Daesh gagnent du terrain chaque jour davantage. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Burkina Faso subissent régulièrement les attaques meurtrières de Daesh et des djihadistes de Boko Haram. Depuis 2017, le nord-est du Mozambique est victime d'attaques armées récurrentes des salafistes djihadistes de Ansar al-Sunna qui ont déjà causé au moins
2600 morts. L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Des djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed al-Mujahideen, en abrégé ADF-MTM, tuent mes compatriotes et pillent massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. En avril dernier, des terroristes et des mercenaires venus de la Libye ont plongé l'Afrique dans une profonde tristesse en lui arrachant brutalement l'un de ses grands dirigeants, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, lâchement abattu au front pour défendre la souveraineté de son peuple et la vie de ses concitoyens. Du haut de cette tribune des Nations Unies, je salue, au nom du peuple congolais, la bravoure et l'engagement de cette figure historique pour protéger l'Afrique contre le terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique refuse de servir de base arrière au terrorisme international, raison pour laquelle certains dirigeants africains, comme ceux du G5 Sahel, se sont organisés pour mutualiser leurs forces contre cet ennemi commun. Pour traduire la volonté et la détermination farouche du peuple congolais et de ses dirigeants de participer activement à l'éradication du terrorisme qui non seulement détruit les nations et compromet l'avenir de la démocratie dans le monde, mais aussi étend de plus en plus ses tentacules en Afrique, la République démocratique du Congo a adhéré à la coalition mondiale contre le terrorisme comme 80e membre. Mon pays se félicite de la décision prise par la réunion de la coalition tenue à Rome le 28 juin dernier de créer en son sein un groupe de travail sur le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, l'article 1er, point 1 du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De nos jours, la paix et la sécurité internationale sont largement tributaires de la stabilité interne des États membres. C'est pourquoi, lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir de les soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivies des faits sur le terrain. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Aussi, la République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme
trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence et sa propagation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, les peuples africains et leurs dirigeants sont suffisamment conscients de ce que le développement de leur continent relève de leurs responsabilités exclusives et dépend de l'intégration de leurs pays respectifs dans une zone de libre-échange. Celle-ci devra en effet favoriser les mouvements des personnes et des biens, ainsi que la complémentarité des intelligences, des énergies et des projets. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en sigle, procède de cette prise de conscience de la volonté des Africains de consolider leur indépendance économique et d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde où les pauvres n'ont droit qu'à la commisération et au mépris. Réussir la ZLECAf, c'est-à-dire la rendre effective et la transformer en un vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs, devient aussi un enjeu et un défi majeur, aussi bien pour les dirigeants que pour les élites africaines au cours de ce XXIe siècle. En République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que l'Afrique gagnera cet enjeu et relèvera ce défi puisqu'elle en a les moyens et la détermination. Les principaux instruments de cette grande ambition d'intégration africaine sont notamment la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires inscrits dans l'agenda 2063, la conclusion des partenariats entre les États africains, la mise en œuvre des politiques internes incitatives à l'investissement privé, notamment par l'amélioration du climat des affaires, la diversification et l'industrialisation des économies nationales, le règlement pacifique des différends entre États dans le cadre des institutions et mécanismes propres au continent, selon l'option levée par l'Union africaine qui veut qu'aux problèmes africains, il y ait des réponses africaines. C'est sur base de cette option de la Charte de l'ONU et du principe de subsidiarité que depuis mon accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, je m'emploie à faciliter le règlement du différend qui divise l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'opérationnalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopien, construit par cette dernière sur le Nil bleu. À cet effet, j'ai pris des initiatives suivantes. L'organisation de négociations de Kinshasa en avril dernier et les consultations directes avec les plus hautes autorités des 3 pays par moi-même lors de ma tournée diplomatique du mois de juin dans leurs capitales respectives. Cette démarche a permis d'identifier les quelques points qui nécessitent encore une harmonisation entre les parties pour conclure un accord juste et contraignant, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles et favorisant un climat de confiance mutuelle indispensable pour que ce grand barrage devienne un instrument d'intégration économique régionale et de solidarité entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ces points ont été communiqués aux 3 pays et dans un proche avenir, les discussions vont reprendre. Je demeure confiant car non seulement les dirigeants des 3 pays sont déterminés à régler leurs différends par le dialogue dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi ils ne cessent de renouveler leur confiance en la facilitation de l'Union. Je saisis cette opportunité pour les en remercier et rassurer les observateurs ainsi que tout État ou institution accepté par les parties que leur accompagnement sera le bienvenu. Monsieur le Président, ces derniers temps, des crises politiques ont éclaté dans quelques États en Afrique.
Ces crises ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire ou autocratique. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et les violations des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché des changes. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités, et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Par ailleurs, nous ne cessons de sillonner l'Afrique et le monde pour réchauffer la coopération multilatérale et bilatérale et inviter les investisseurs en République démocratique du Congo afin de créer des richesses et des emplois en faveur de notre jeunesse. Aussi, le gouvernement de la République a-t-il déjà conclu des accords de partenariat avec plusieurs pays et groupes d'investisseurs privés. Nous sommes déterminés à raffermir davantage ce retour de la confiance en notre pays. Cependant, une lourde hypothèque pèse sur ces acquis encourageants et risque d'entraver la marche victorieuse du peuple congolais vers son bien-être. C'est l'insécurité au nord-est de la République démocratique du Congo, en proie depuis 2 décennies à des attaques meurtrières et aux razzias récurrentes d'une multitude de groupes armés au sein desquels se trouvent des terroristes islamistes. Il n'est un secret pour personne que ces attaques ont causé des milliers de morts et de déplacés, des viols de femmes et des violations massives des droits de l'homme. Face à la persistance de ce cancer qui mine le pays au nord-est et aux difficultés rencontrées par les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo, sur le théâtre des opérations, j'ai décidé de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans une région stratégique de la République démocratique du Congo. En vertu de ce régime constitutionnel d'exception, les forces armées de la République assument la totalité de la responsabilité de la gestion administrative et sécuritaire des provinces concernées, en même temps qu'elles mènent des opérations militaires. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens,
les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés, dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuple congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression sur les groupes armés et leurs complices et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU, imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays de transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo-MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, élaboré par ce comité conjoint en collaboration avec la société civile. Pendant la période de transition qui expire en 2024, la République démocratique du Congo attend des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils donnent tous les moyens nécessaires à la MONUSCO et à sa brigade d'intervention rapide afin qu'elles remplissent leurs mandats et missions respectifs conformément à la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées aient les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, en République démocratique du Congo comme partout ailleurs au monde, sans la sécurité et la paix durable, rien ne peut se construire. La sécurité et la paix sont des conditions sine qua non du progrès des nations.
le peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévues en 2023. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations Unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement, contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Au nom du peuple congolais, je souhaite plein succès aux travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Democratic Republic of the Congo for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. Merci. Toujours avec la même force, avec la même pertinence pour analyser ce qui se passe actuellement au monde, notamment l'actualité dominée par la tenue de cette 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Tshisekedi a pris la parole hier. Est-ce que vous l'aviez suivi? C'était à minuit. Oui, je l'ai suivi parce que malgré que nous n'avons pas été mobilisés pour faire une opération spéciale pour cette adresse, parce que c'est quand même très important. Il faut des réservations satellitaires. Ensuite, il faut mobiliser les médias nationaux pour publier également, prendre le signal et faire des émissions spéciales autour de cela. Nous avons quand même fait ce travail parce que ça y va de l'intérêt de notre pays et de l'image de notre pays. J'ai suivi effectivement le président de la République et j'ai trouvé que le discours était bon, même très bon. À quel niveau déjà? D'abord au niveau de la syntaxe, il a rendu ça très bien. Ensuite au niveau du contenu. Et puis au niveau également du contexte. Il ne s'est pas gêné d'affirmer ce que nous, Congolais, nous éprouvons en ce moment vis-à-vis de la situation, non seulement de la sous-région, mais vis-à-vis de la situation internationale. Celui qui a écrit le discours, il a très bien écrit. Mais c'est un discours qu'il fallait prononcer dans ces circonstances après avoir fait beaucoup de préparations en amont. Mobilisation de la société civile, mobilisation de la presse, envoi des personnes pour faire du lobbying dans le milieu de la presse dite internationale ou dans les think tanks qui peuvent repercuter la déclaration du président congolais.
Et une fois que ce discours est terminé, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le service après-vente. Récupérer ces discours, prendre, comme nous avons pris dans quelques extraits qui sont poignants, mais aussi faire travailler les réseaux. Vous êtes président provincial de l'INPC, Kinshasa. Est-ce que, à votre niveau, au niveau de l'INPC, est-ce qu'il y a eu des réunions pour préparer un peu tout ça? Non. Je l'ai dit tout simplement, non. Je ne sais pas si c'est par méconnaissance, si par peut-être la non-appréciation de la pertinence de ce que nous pouvons apporter comme travail, etc. Moi, je ne jette la pierre à personne. J'estime tout simplement que c'est de l'intérêt national. Lorsqu'il y a des questions qui touchent le pays, il faut faire ce qu'on appelle la mobilisation nationale, le rappel des troupes et surtout une certaine dynamique. Vous savez, on dit tout sur le Rwanda. Le petit Rwanda, on peut écraser, etc., etc. Mais les Rwandais, ils sont peu. Mais ils se déploient. Vous allez les retrouver dans les couloirs des Nations Unies. Avant. Pendant que vous faites votre discours, ils sont en train de travailler. Et juste après, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle la démarche de déconstruction de votre discours. Dénigrement, relativisation de tout ce que vous avez dit, etc. Contre-proposition. Et si vous ne faites pas un travail pour contrer tout ceci, l'action comme celle-ci, une action de grande envergure, va se diluer. Et pour preuve, regardez ce que font les Russes, on en parlait un peu plus tard, et les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est eux qui attaquent la Russie. C'est eux qui ont installé des bases autour de la Russie, depuis la chute de l'URSS. Mais quand la Russie anticipe pour aller se défendre, les Occidentaux développent maintenant ce qu'on appelle la communication d'influence. Ils coupent tous les signaux de médias russes, Russia Today, Rasputin, tout ce qui est comme médias russes, on coupe. On ne veut pas que le monde écoute le point de vue de Russes par rapport à la situation. Seulement le point de vue des Occidentaux, ça oui. C'est bien analysé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Rwandais font? Parce qu'ils sont coachés par les Occidentaux, ils montrent, nous sommes petits pays, attention, les FDLR sont au Congo. Ils rappellent les génocides de 94, oui, ça pèse sur la conscience. C'est les chiffons rouges, comme les Juifs. Les Juifs ont été exterminés en 1945, mais le discours contre l'antisémitisme, c'est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous niez même qu'il y a eu des massacres des Juifs, etc., on appelle ça du révisionnisme, et c'est passible des sanctions. C'est même légiféré en Occident. Vous niez, vous êtes poursuivis en justice. Et les Rwandais sont dans cette perspective. Alors nous, Congolais, après avoir fait ce discours, qu'est-ce que nous développons comme stratégie? Le seul fait d'être grand ne suffit pas. Le seul fait que le nôtre meure ne suffit pas. Le seul fait qu'on nous pille, ça ne suffit pas. Il faut de l'organisation en interne. Avant de parler stratégie, une certaine opinion pense que ce discours a été un tout petit peu retouché, modifié après la sortie d'Antonio Guterres. Vous l'avez aussi suivi comme nous. Absolument. Qui désarme un peu et qui dit voilà, nous ne sommes pas assez forts, la MONUSCO n'a pas d'armes, M23, bon, armes sophistiquées. La provenance, ça, il ne sait pas lui aussi, même s'il est SG de l'ONU. Vous croyez que ça a été modifié entre les lignes pour s'adapter? Vous savez, le président Tshisekedi, il a cette qualité, c'est de s'adapter aux émotions. Quand il y a les émotions ambiantes, il essaie d'aller dans le sens de ce que pense l'opinion. Quand ils étaient ensemble avec les FCC, il y avait une certaine presse, ou plutôt certaines opinions, qu'il faisait croire qu'il était victime, qu'il faisait croire que c'était contre-productif, qu'il faisait croire qu'il faut absolument casser ses mariages. Et malheureusement, il a écouté cette opinion-là. Vous vous rappelez de l'Américain Cohen, qui avait même donné une date. Il avait dit, 1 an, vous allez voir, à mon jeune frère journaliste qui était à la BBC à l'époque. Marius, je crois. Marius Munga, oui. Tout à fait. Je vous donne 1 an. On va tout faire pour casser cette affaire.
Mais au lieu que les Congolais comprennent que ils étaient ensemble pour travailler ensemble, pour consolider, c'est que les autres avaient fait comme travail, Joseph Kabila, même avant, parce que Joseph Kabila avait rassemblé également les Mobutistes, etc. Les Occidentaux ont dit non, il faut casser ça, parce que les nègres ne peuvent pas se mettre ensemble, il faut casser. Et le président a fait un discours de 6 minutes, rappelez-vous, pour dire voilà, ben, je vais casser tout ça, on va repartir à zéro, etc. Et les gens applaudissaient à la cité comme si c'était une finale, la Coupe du Monde gagnée par les Léopards. Malheureusement, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, certains pensent que le mariage entre les Congolais pour se consolider, pour aller de l'avant, c'est mauvais. Et donc, ce discours, il a été effectivement adapté par rapport à la chute de Bunagana, par rapport au discours notamment de Guterres, parce que vous savez que la réunion d'évaluation qui était demandée, Patrick Muyaya l'avait dit dans une conférence de presse, la mission de la MONUSCO, etc., a été renvoyée. Il dit non, on va d'abord aux Nations Unies, on va dire notre vérité, ils vont comprendre, et puis on va se faire cette évaluation quand on va revenir de là. Lui, il était très en colère, etc., etc. Mais on ne peut pas fonctionner en suivant une certaine opinion. On doit fonctionner d'une manière stratégique. Court, moyen et long terme. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dont il est question ici, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi ou le Kenya. Parce que les gens pensent que notre agresseur, c'est seulement le Rwanda. Faux. Le Kenya, aujourd'hui, qui est en train de contrôler le secteur bancaire en RDC? Ah, mais c'est le Kenya alors, évidemment. Vous pensez qu'un pays peut fonctionner avec le contrôle du secteur financier par un autre pays voisin? L'Ouganda, on s'est marié avec l'Ouganda. On a même ouvert nos frontières aux soldats ougandais qui sont venus chez nous, qui ont regardé dans la sous-région comment nos troupes fonctionnent, notre logistique. Et qui continuent parce qu'ils sont là. Ils sont là, ça a été prolongé, je ne sais pas pour combien de jours. Guterres vous dit, vous devez négocier avec les Ougandais. On oublie que, vous avez reçu ici Jean-Pierre Moutanda, les M23, quand ils ont été défaits, ils ont fui vers où? L'Ouganda. Les négociations avec notre pays étaient faites avec qui? L'Ouganda. Raymond Tshibanda partait à Kampala. Quand Joseph Kabila a chassé le M23 ici, pour que le M23 quitte d'ailleurs Goma, c'est la réunion de Kampala. Kabila fait la déclaration à l'aéroport ici, il est parti à Kampala au moment où les troupes étaient à Goma. Il a tonné, il a donné l'ultimatum, 48 heures, ils ont été chassés avec de la stratégie, etc. Demandez au général Olenga, il va vous dire quelque chose. Et donc, et le Rwanda, et l'Ouganda, et les Kenyans, en y ajoutant l'Angola. L'Angola nous siphonne notre pétrole ici. Ah oui, qui profite de la situation. Hein, oui, bien évidemment. L'Angola est venu ici, on a laissé l'Angola survoler notre capitale ici avec ses avions. Mais on oublie que les Congolais qui nous suivent en ce moment, qui sont en Angola, ils sont chassés tous les jours par les Angolais. On oublie mais pourquoi finalement personne ne nous respecte? Ça, c'est la grande question. Mais c'est parce que... Pourquoi personne ne nous respecte? On a l'impression que le Congo est seul contre tous, même les voisins les plus proches. Non, mais pas... Vous parlez Angola, mais même les Congo-Brazzaville ici jouent pas franc jeu, franchement. Jouent pas franc jeu. Mais si tu bien... Rappelez-vous Maloko là-bas, l'autre côté de la rive, des terres données pour les champs, mais vous connaissez, vous n'êtes pas un enfant de cœur, donc vous comprenez ce que c'est pas. Mais c'est bien Koufoua. Vous allez vous poser la même question, pourquoi la Russie, il y a tous ces gens contre la Russie? Parce que la Russie a toutes les richesses inimaginables. Le pétrole, le gaz, le diamant, le cobalt. Nous sommes comme la Russie. La Russie a tout ça. Et parce qu'en plus, dans la Baltique, là-bas, au pôle Nord, là où il y a la glace, on a encore découvert suffisamment de richesses là-bas aussi. Et comme nous vivons dans un monde de prédation,
les Blancs, les Occidentaux ont toujours cette culture d'aller prendre chez les autres pour venir construire chez eux. Ils ont dit, ah mais la Russie a tout ça pour elle toute seule. Il faut partitionner tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez que les Russes sont en train de se battre. Vous voyez c'est que Poutine a expliqué la théorie de l'ours. Pour ceux qui nous suivent, ils doivent suivre cette théorie de l'ours. On vient, on caresse l'ours. Si l'ours baisse la garde, on tape dessus, on lui enlève même les dents, et l'ours n'a plus à se défendre. Nous sommes dans cette culture-là. C'est-à-dire, nous sommes la Russie de l'Afrique. Nous avons toutes les richesses. Les pays de la sous-région veulent prendre nos richesses. Et si nous ne prenons pas des précautions pour conserver, protéger nos richesses, on nous attaquera toujours. C'est pour ça qu'on dit la Russie c'est une dictature. Parce que la Russie essaie de protéger d'abord son patrimoine en s'équipant militairement, en évitant toutes les distractions Et c'est se défendre surtout. Oui, toutes les distractions des ONG, de presse libre, de transparence, je ne sais pas dans quoi, comme la Chine. Qui va blaguer avec la Chine aujourd'hui? Personne. Qui peut aller blaguer avec l'Afrique du Sud? Monsieur, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a failli être une puissance nucléaire. On a tout fait pour enlever. Mais militairement, l'Afrique du Sud est super équipée. Il y a beaucoup de richesses en Afrique du Sud, y compris les diamants industriels. Qui va oser? Personne. Nous devons. Qui va aujourd'hui attaquer l'Algérie? Personne. Alors, un discours comme celui-ci, c'est un bon discours, on va dire sur le plan de... Oui, vous l'avez dit, c'est un bon discours. Il est dit où, monsieur? Il est dit à l'Assemblée générale... Je vais vous poser la question d'un internaute, on a eu ça dans Escale sur la toile. Oui. Il a dit, beau discours, là tous on est d'accord, hein? Oui. Beau discours, bien fait. Et après, c'est ça la grande question. Et après maintenant. Oui, mais c'est... Et après. Et l'après, c'est ça la question et à laquelle je dois répondre maintenant. Si on est conséquent avec soi-même, ça c'est la phase émergée, visible. Le vrai travail à faire, M. Tchibi Nkoufwa, c'est sur deux plans. Le premier plan, il est le plan politique. À l'interne. En interne, au retour des Nations Unies, Félix Tshisekedi consulte Nakuzu, comme on dit chez nous. Il appelle Joseph Kabila, il appelle Fayoulou, il appelle Katumbi, il appelle Nakuzu. Il dit, si on ne fait rien, notre pays va partir. Bunagana est occupé, mais c'est rien Bunagana par rapport à la dynamique qui est mise en place, parce que il suffit que nous, on attaque, je vous le dis, M. Tchibi Nkoufwa, qu'on attaque à peine le Rwanda, vous allez entendre des condamnations du monde entier. Le petit Rwanda a été attaqué, c'est un pays qui a connu le génocide, c'est pas possible. Surtout si vous touchez même une poule. Oui. Pas même une poule. Et le Rwanda va user ce qu'on appelle le droit de poursuite et de sauvegarde. Ils vont lui donner toutes les armes, comme ils sont en train de donner en ce moment à l'Ukraine. Non, le Rwanda, dans sa légitimité de se protéger, veut une zone tampon. Cette zone tampon, ça va aller jusqu'à ce que Goma soit dans cette zone tampon. On va dire, voilà, 200 mètres, 200 km de rayons pour se séparer avec la RDC. Et vous allez voir que les Nations Unies vont se positionner là. Force d'interposition, comme ils sont au Liban, entre le Liban et Israël. Comme ils sont en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je peux vous citer plein de pays comme ça. Comme ils sont entre le Maroc et Sahraoui démocratique. Et ça va durer des années comme ça. Et le Rwanda va utiliser tous ces coins-là pour dire, voilà, ce sont d'ailleurs nos ressortissants qui ont été brimés par les méchants Congolais. On va développer ces coins-là avec les richesses de ce coin-là. Et la balkanisation dont on parle sera consacrée. Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Parce que tout ce qui vient de chez nous, on a connu Blinken, l'autre ici,
secrétaire de Biden ou qui sont dans les partis. Vous avez suivi Antonio Guterres. Obasanjo est venu. Personne, en tout cas, alors personne ne prend position pour la RDC. On s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher dans le désert? Est-ce qu'on est en train de râler dans les vides? J'étais en train de vous donner. Est-ce qu'on n'est pas déjà pied dedans, balkanisation? Ceux qui sont à Bunagana, je ne sais pas si vous avez des infos, consomment déjà la monnaie rwandaise ou même ougandaise. Le franc congolais n'a plus du tout des valeurs là-bas. Les biscuits arrivent, les cahiers et tout. Et même les appels lancés aux investisseurs par ces fameux M23. Est-ce qu'on n'est pas déjà un pied dedans? Monsieur Tchipinkoufoué, je vous avais dit la fois passée que, à l'époque de Joseph Kabila, les Rwandais nous attaquaient masqués. Ils nous ont attaqués avec CNDP à l'époque. De Laurent Kunda? Bien avant, c'était le RCD. On prenait les Aïdi Ngoma, les Lundabouloulou, tout ça, on les mettait devant. Pour tromper juste la vigilance. Oui, tromper la vigilance. On dit non, c'est une affaire congolaise. Et puis voilà. Plus on avançait, plus ils se mettaient à découvert. Leurs soldats, soit volaient nos propres tenues, soit ils se cachaient devant les commandants qui portaient de nos Congolais pour nous attaquer. Aujourd'hui, les Occidentaux ont autorisé aux Rwandais que leurs troupes régulières, Tshisekedi l'a dit, entrent sur notre territoire avec leurs armes, leurs uniformes, leurs chars, leurs artilleries lourdes, au vu, au su de tout le monde, sans condamnation. Les satellites les voient, les drones les voient, et on en a même arrêté. Oui, c'est que... On les a arrêtés, ces militaires, par la population. L'Angola, avec les Kenyans, ils ont même négocié qu'on retourne ces militaires rwandais arrêtés chez nous. On a même arrêté certains qu'on a mis en prison chez nous, à Beni. On est venu, on a cassé la prison. Est-ce qu'on a un service d'infiltration chez nous pour être dans tous ces milieux où se négocie tout ce qui se passe contre nous? Parce qu'apparemment, il y a tout un cartel hein, qui nous échappe tous, franchement, où tout se négocie. Mais j'étais en train de vous dire... En plein jour, vous voyez le président Kenya vous saluer et vous sourit, mais quelque part, il fait partie de ces cartels. Quand vous voyez la précipitation, la rapidité avec laquelle on a renvoyé ces militaires, vous vous dites, mais est-ce qu'ils ne font pas partie aussi de ces cartels invisibles? Je vous ai parlé, monsieur, des intérêts objectifs. Intérêt objectif, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces pays sont des pays pauvres. Ils doivent leur développement aux richesses de la RDC. Le Kenya n'a que le tourisme. Citez-moi une seule richesse du Kenya qui peut valoir ce que nous sommes. Mais le Kenya se veut le hub de tous les vols sous-régionaux, de toutes les conférences, par exemple, qui peuvent se faire. C'est pour ça que le Kenya se déploie maintenant avec le système bancaire pour capter les flux financiers de la sous-région. L'Angola n'a que le pétrole, un peu le diamant. Mais l'Angola a besoin du territoire aussi. Le Cabinda est toujours sous contrôle, mi-figue, mi-raisin, des rebelles. Les Rwandais n'en parlons pas, les petits Burundis n'en parlons pas. Et donc, nous avons, vous m'avez posé la question, et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Un, mobiliser en interne pour consolider nos bases, éviter et laisser ces manières de règlement des comptes inutiles. Chasse aux gens de Kabila, chasse aux gens de telle ou telle province. C'est inutile. Avec Kilolo, c'est une question, l'enfant de Mobutu, un de ses enfants, oui, râlé, tout ça, sa maison a été confisquée. Oui. Alors que ça date de 1972 ou quoi, c'est pas. Je vous dis, ça c'est de la distraction, excusez-moi du terme, de petites gens qui voient les intérêts de la RDC au contrôle des périmètres immédiats. Parce que si aujourd'hui le pays se balkanise, vous allez avoir quoi? Kinshasa? Et à Kinshasa, il n'y a rien, il n'y a que du sable.
La carte de la RDC, si vous la voyez, monsieur, la RDC utile est à l'est. J'ai vu Kokonyang avec vous sur ce plateau. Oui, il a monsieur. bien dessiné tout ça. La RDC utile, c'est aux frontières de l'est jusqu'au Katanga. Tout le reste, le Bandundu, une grande partie du Kasaï, toute la partie ici, Kinshasa principalement, où il y a la capitale, il n'y a rien. Et tous ces gens se battent pour la RDC utile. Alors vous, quand vous êtes ici à Kinshasa, vous pensez que vous avez le pouvoir, vous n'avez rien du tout. Parce qu'on vous prend la RDC utile, vous devenez rien. Le budget là qui est aujourd'hui de 4 milliards, il va devenir à 1 milliard. Goma va être le hub économique, financier. On va utiliser le lac Kivu pour maintenant pomper le gaz facilement, le poisson facilement, et on n'aura rien du tout. C'est pour ça qu'en interne ici, monsieur, on doit arrêter avec cette politique de règlement des comptes inutile. Deuxièmement, on doit identifier qui des Congolais est compétent pour faire le travail. Oubliez d'abord cette affaire de quotas, partis politiques. Qui est des Congolais compétents, chacun dans son domaine, pour s'occuper des intérêts de la République démocratique du Congo, sur le plan militaire, sur le plan médiatique, sur le plan du lobbying, sur le plan, je veux dire, de la compréhension géologique de nos richesses, mais surtout des grands professeurs d'université de politique internationale qui maîtrisent le droit. Et pour ça, il faut des think tanks. Nous avons le chest ici. Moi, je suis formé au chest ici. Nous apprenons que ces histoires-là. Est-ce que vous êtes vraiment consulté en Non, monsieur. Pour dire, monsieur, voilà, une non, réunion monsieur. avec les anciens. Chaque année, on sort des diplômés de chest. Il n'y a pas à côté, comme d'ailleurs, il y a dans tous les pays du monde que vous voyez ici, des instituts de recherche, des centres de réflexion, de prospective, qui réfléchissent à la place des dirigeants. Et ils sont financés pour ça. Il faut, vous m'avez posé la question, le discours c'est bien, et après on fait quoi? Et on doit renforcer maintenant, très rapidement, nos services d'intelligence, l'ANR, intérieur, extérieur, la DEMIAP, services spéciaux. Ces gens-là, il faut leur donner de l'argent. Est-ce que la ceinture du chef de l'État, parce que vous parlez services d'intelligence, qui alimente à tout moment des conflits en interne, à la maison, pour des positionnements, est-ce qu'ils ne rendent pas mauvais service à Tshisekedi? Ils rendent de très mauvais services. Parce qu'on a vu d'autres procès et tout, tel a fait ceci, maintenant ce coup d'État et autres, mais à la fin, on sent que c'était juste... mais ils rendent un très mauvais service au président. Pourquoi? Parce que, regardez maintenant, le président, il est tout seul aux Nations Unies. Il parle devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui n'est qu'une tribune des discours. Les vraies décisions, ce n'est pas là. Les vraies décisions, c'est au Conseil de sécurité. C'est les 5 membres permanents. Et dans les 5 membres permanents, il y a même 3 membres qui comptent. Et pour entrer dans ces conseils de sécurité des Nations Unies, il faut infiltrer vos gens là-bas. La Maman Bintou ici, les gens, Maman Bintou, elle ne peut rien faire, Maman Bintou. Pourquoi? Parce qu'elle est représentante du secrétaire général des Nations Unies. Elle ne fait que le travail de secrétariat. Ceux qui viennent constater les méfaits, les violations, les machins, c'est les gens qui viennent des Nations Unies, on les appelle des inspecteurs. Et ils viennent, ils font un peu une petite balade, ils pondent des rapports, ils vont mettre ces rapports à la disposition de ce Conseil de sécurité. Et comme au niveau du Conseil de sécurité, ceux qui décident en premier, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui financent pour 2 tiers le budget des Nations Unies. Mais ils regardent leurs intérêts stratégiques, surtout face à la Russie, face à la Chine. Ils disent, bon, les Nations Unies, là, au Congo, on a mis combien d'argent? Trump avait déjà coupé ça. Trump. Pof, il a coupé. Il dit, oh, le MONUSCO, là, il a coupé. C'est pour ça que vous avez vu que... Avec lui, nous étions plus ou moins oui, mais calmes, parce que lui était réaliste. Les démocrates ont ramené tout ça à la surface. Pourquoi? Rapidement d'ailleurs.
Les démocrates, ils sont filous, les démocrates. Ils sont dans les affaires. Voilà. Ils sont dans les affaires. Et comme votre ami qui était ici, comment vous l'appelez, Amer, qui était de l'Africom. Qui nous a menti ici, Congo, DRC is back, alors qu'il savait ce qu'il faisait. Je le disais. Il est allé jusqu'à Minembwe et Trump. Hein. Je le disais, les gens me disaient, oui, monsieur Jean-Marie, pourquoi il critique? Nous sommes aujourd'hui dans un partenariat stratégique, etc. Mais pourquoi notre président n'est pas allé à Londres? C'est parce que les anglo-saxons ont montré tous leur amour pour Kagame. Moi, j'aurais voulu qu'il soit à Londres. J'ai même vu Kagame aux côtés du nouveau roi Charles. Bien sûr. Mais le fils de Charles est à Kigali. Il s'occupe des parcs. Le fils de Charles. Et Kagame leur a expliqué, mais vous les Anglais, avec laquelle il a signé les partenariats pour envoyer des rebelles ici, il faut plutôt les terroristes ici pour nous renforcer ces armées, pour nous attaquer. Eh bien, le président devait aller là-bas, mais accompagné par nos diplomates, des gens pour faire de l'influence, etc. Il a envoyé Mbosso. Il était dans le bus, et puis là, avec tous ces gens qui étaient là, Mbosso, avec combien il est parti. Alors. Et donc, troisième réponse à votre question, et après on fait quoi? Je vous ai parlé de la partie politique, sur le plan politique, je vous ai parlé sur le plan organisationnel, identification des ressources humaines. Troisièmement, il faut acheter beaucoup d'armes. Mais nous sommes sous, bon, pas embargo, mais sous surveillance. Mais il a dit, le président. Il faut la traçabilité, tout ça, les documents et tout. C'est assez complexe. Il a dit, on ne va pas nous l'accorder. Pourquoi? Parce que si on monte en puissance, on va écraser les Rwandais le plus facilement possible. Est-ce que vous pensez que les armes qu'on donne à l'Ukraine aujourd'hui, il y a la traçabilité? Non, là c'est loin, mais les armes, l'armement là vanté par Guterres ou même Bintou, oui, de M23, oui, ça a été retracé par qui? Personne. Joseph Kabila s'équipait d'une manière stratégique, et j'étais là en 2010 lorsqu'il y a eu le défilé militaire boulevard Triomphal. Kagame, les Sassou, tout le monde était là. Ils étaient éberlués en voyant l'arsenal de la RDC. Mais aujourd'hui, on est vraiment descendu plus bas. Nous sommes presque à 14 ou 15e. Logistiquement, on a des soucis. Au niveau des troupes, j'ai entendu même quelqu'un dire on doit rajeunir l'armée et même certains officiers, etc. Il faut les mettre à la retraite. Enfin, c'est des choses qu'on fait d'une manière stratégique. On met ceux qui ont déjà donné le maître de l'homme à côté, qu'on peut rappeler à tout moment, réquisitionner à tout moment, comme la Russie est en train de se faire en ce moment, former des jeunes brigades, des commandos comme Mamadou Ndala, comme ça a été fait, les redéployer, parce que le troisième pilier à faire pour sécuriser nos richesses qui sont là-bas, c'est déployer là-bas des bases militaires. Base militaire Sud Kivu, base militaire Nord Kivu, base militaire Alentour, des vraies bases. C'est pas des camps, des vraies bases équipées avec aéroports, avec des dépôts de munitions, avec des carburants, avec tout. En ayant un contrôle aérien, avec des hélicoptères qui circulent le long des frontières, baliser tous les lacs Kivu. On ne jouerait pas de nous. Donc, si ce travail n'est pas fait, tel que vous venez de dire là, au niveau des Nations Unies, on ne peut rien espérer. Parce que... Mais les Nations Unies, monsieur, ça n'existe pas en termes, ce que vous appelez la communauté internationale. Ce qui existe, c'est le rapport de force et de puissance. Ce sont les intérêts des pays. On appelle ça la souveraineté. L'autonomie des pays. C'est la succession des autonomies des pays qui fait que, dans ces rapports de force, vous allez vous respecter ou vous dominer. Chaque pays doit se consolider pour affirmer son existence. C'est pour ça que vous voyez que De Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, la France a été défaite. De Gaulle a dit, votre machin là, l'ONU là, restez un peu calme, moi, je dois renforcer la France.
Une dernière question avant de retourner au pays. Si certaines opinions pensent qu'il fallait carrément dire aux Nations Unies que la RDC va se tourner vers la Russie. Qu'est-ce que nous risquons en faisant une telle déclaration? Vous dites maintenant, monsieur, nous sommes déçus. Voilà, nous allons faire des yeux doux aux Russes. Mais la déclaration seule ne suffit pas. C'est pas parce que vous dites que nous sommes maintenant avec les Russes que ça va aller comme une lettre à la poste et qu'on va vous consulter, etc. Bien au contraire, ça c'est, vous allez même vous jeter entre les Américains vont trouver des raisons objectives. On a dit à Lumumba qu'il était communiste alors qu'il n'avait jamais affiché son appartenance à la Russie. Lumumba faisait le tour du monde pour chercher des armes parce qu'on était agressé chez nous. Les seuls faits qui soient partis demander seulement aux Russes, parce qu'ils font partie de la communauté internationale, il a été taxé par les Américains de communistes. Et vous savez que c'est les troupes ghanéennes qu'on a envoyées encercler la résidence de Lumumba ici, sur le boulevard du 30 juin. Lumumba a fui de chez lui, alors qu'il y avait des troupes des Nations Unies autour de sa maison. Il est parti dans les Bandoudou. Quand il a été identifié là-bas, c'est l'avion de l'ONUC qui est parti chercher Lumumba pour le ramener ici. On l'a mis à Tisville en prison et il est parti mourir au Katanga. Et donc, les Nations Unies, en réalité les Américains, lorsque vous dites que désormais, moi je fais partie dans les camps de Russes, surtout pas en ce moment, alors là on va déployer tout, on va vous achever. Et Félix Tshisekedi ne peut jamais dire ça. D'ailleurs, c'est contre-productif à court terme. Le Malien, qui avait déjà les Russes depuis 2 ans, ils ont toujours nié qu'il n'y avait pas Wagner là-bas, qu'il n'y avait pas d'armes là-bas. C'est quand ils ont tout structuré. Donc vous pouvez faire des accords avec n'importe qui, sauf les Russes. Mais oui, parce que les Russes, c'est une grande puissance militaire et ils ont de velléités, on va dire, expansionnistes. Au même titre que la Chine, au même titre que les Américains, au même titre que l'Union européenne un peu accessoirement. Mais donc, il ne faut pas se déclarer comme ça. Il faut seulement s'organiser, faire. Quand les gens vont constater sur le terrain que vous êtes déjà structuré, que vous avez des armes qu'ils n'ont jamais compris, et que vous... comment il fait? Ils ont même des services de renseignement. Non, il s'équipe. Mais ne dites jamais, non, allez. C'est comme si vous avez une femme dans la maison, la femme est encore chez vous. Vous dites non, madame, à partir de la semaine prochaine, je vais épouser telle madame. Mais elle va vous empoisonner facilement. Tout à fait, Jean-Marie. Alors nous rentrons, revenons au pays. Cette affaire aussi, bonne chance en tout cas au président Tshisekedi, surtout cette cohésion à l'interne. Au retour. C'est très important pour sauver la nation. La nation est en danger, c'est très important. Déjà avec une partie entre les mains des Rwandais, est-ce que c'est ça les termes? C'est pas vraiment intéressant. Alors au pays, cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, la semaine dernière, on a vu les conseillers stratégiques du chef de l'État, n'est-ce pas, vendre son pays pour le vendre avec des rétrocommissions, 20%, des millions. Il a tout dit, lui, en tout cas, dans des termes beaucoup plus clairs. Il a même donné le mode opératoire, comment ça se passe. Paradis fiscaux, les noms, c'était grand et tout. Ça a été tout dit dans 5 minutes, franchement. Alors que parfois l'IGF met plusieurs années avant de découvrir tout ça. Est-ce que vous les voyez répondre aujourd'hui? Et même s'ils répondaient, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça peut changer la donne dans la cour du roi? Excusez-moi, je vais être un peu brutal. Ça n'a aucune espèce d'importance vu les enjeux. Pourquoi? Parce que un pays, ça se gère avec des textes, avec un casting, et puis avec des perspectives en termes d'attente. Ce qu'on appelle je planifie, j'escompte des résultats, et quand je n'ai pas le bon résultat, je rectifie le tir. On ne recrute pas les gens parce qu'on les aime. On ne recrute pas les gens parce qu'on a cheminé ensemble ou parce qu'on a de la sympathie. Moi, je vais saluer la première rencontre entre le président Tshisekedi et sa propre famille biologique, où il avait dit
je suis désormais président de la République, je vous interdis de toucher aux affaires de l'État, de faire du trafic d'influence, de polluer la République parce que je suis maintenant pour l'intérêt général. Il y a un écart entre ce discours et ce que nous constatons. Et les constats. Oui. Et le fait que vous avez évoqué, c'est aujourd'hui même mercredi d'ailleurs, où le monsieur sera entendu, moi je ne pense pas qu'il est encore là. Peut-être, c'est à vérifier s'il est encore là, et quand bien même il sera là. En réalité, si vous prenez du point de vue du droit cette vidéo, où est le plaignant? En face de lui, il y avait quelle personne? Où est l'objet du délit? C'est une déclaration. Ah non, mais il est en train de s'adonner à cœur joie Oui, aux pratiques oui, mais punies par la loi. Oui, mais concrètement, vous ne pouvez pas aujourd'hui vendre votre pays pour des rétrocommissions aux aventuriers et tout. C'était même des pseudo-investisseurs. Oui, c'est un discours. C'était un piège. C'est un discours. En droit, il faut qu'il y ait l'infraction, la consommation, on va dire, du délit. Enfin, je ne suis pas juriste, mais pratiquement, c'est un peu léger. Mais moi, je parle du principe. Il peut être condamné sur la base du principe. Le principe de préméditation de vol, le principe d'insulte, le principe d'atteinte à la dignité, à l'honneur, etc., etc. Il y a beaucoup de principes autour de cela. Mais il faut analyser les choses dans leur contexte. Qui ne fait pas ça? Oui, c'est la question. Est-ce qu'il n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder les rails? Mais bien évidemment, parce que d'autres gouttes ont carrément rempli le verre. Mais, excusez-moi du terme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce que parcourez les hôtels ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, vous allez trouver des investisseurs qui attendent des mois et des mois pour être reçus, pour que leurs dossiers aboutissent. Moi, je vais régulièrement à l'étranger. Nos propres compatriotes qui étaient exaltés de revenir au pays faire des affaires. Beaucoup sont venus. Ils sont restés 2 mois, 3 mois, 6 mois. On leur demande de rétrocommission, on leur demande de l'argent avant même que ça commence. J'ai croisé un autre Tchangou qui a fouillé Gombe parce qu'il a été complètement dépouillé, il n'a plus de sous. Mais bien sûr. Il attend toujours l'audience. On ne sait pas quand. Je vous dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est même la honte qu'on puisse exposer tout ceci. On devrait même cacher tout ceci. Parce que ça va, si le monsieur parle, il dit voilà, vous voulez qu'on parle maintenant? Voilà, je ne suis pas seul. X fait ça, Y fait ça, X a déjà fait ça. Où est-ce qu'on va en finir? Je pense que, c'est pour ça que je vous dis au début, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont les intérêts de notre pays. Est-ce que, avant de parler d'intérêt, est-ce que ceux qui dénonçaient ça, notamment ceux qui sont aujourd'hui poursuivis, notamment Kabound et autres, même Fayoulou, il y en a, en tout cas, ils sont les gens qui, à longueur de journée, dénoncent un peu tout ça. Est-ce que finalement, ça ne vient pas donner raison à ces gens? Mais quand Kabound parlait, Kabound disait que je vous dis des choses que j'ai vécues moi-même. Parce que j'étais vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai touché cet argent, on me donnait cet argent, etc. Voilà. On a dit que c'était un illuminé. Quand Sessang a dit, moi je suis député, je suis dedans, il y a ces extravagances. Quand Fayoulou dit, moi je suis député, j'ai mes députés aussi qui sont là-bas. On dit que c'était un illuminé. Mais le ministre en fonction, il s'appelle José Panda. En venant, il était avec le président au Kassai. Il a dit, autour du chef, nous sommes beaucoup de voleurs au-dessus du chef. C'est ministre en fonction. On ne l'a jamais arrêté, on ne l'a jamais insulté. Il a dit. Vous voulez qu'il soit aussi interpellé pour clarifier un peu? Non, mais il a dit. Moi, j'étais avec lui. Je lui ai dit, mais ça. Pourquoi tu as été aussi direct comme ça? Je lui ai dit, mais ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Et donc, moi, je pense que on devrait... Il a promis les balais, mais ça traîne. Est-ce que... Mais ça traîne parce qu'il y a plus de gens, qui sont dans ces genres de manœuvres
Donc on ne sait pas finalement balayer toute la cour. On va faire comment? On va balayer tout. On ne peut pas. Il faut plutôt passer par un casting correctionnel et surtout miser sur les intelligences, l'expertise, sans passion, sans exclusion. Parce que si vous regardez même les mises en place qu'on fait dans les entreprises, maintenant, on a enlevé dans beaucoup d'entreprises des gens qui donnaient des résultats. Ah mais, je ne vous l'ai dit pas, mais j'étais à une cérémonie de remise reprise. Moi, je plairais. Je plairais parce que quand on voyait les bilans du monsieur qui était là, même s'il a assumé l'intérim, ce qu'il a fait, notamment aussi grâce à l'encadrement de l'IGF, vous dites, mais pourquoi ce monsieur doit être écarté? Je vous dis, on enlève pourquoi il doit gens... être écarté pour placer un novice qui vient apprendre les métiers ou au nom d'un parti politique, au nom d'une recommandation? Pourquoi est-ce qu'on doit écarter un tel monsieur qui a fait des exploits? C'est pour ça que je vous pose cette question, monsieur Tchibunkoufwa. Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que nous nous posons des vraies questions? Ce Congo sera fort avec qui? On a mis des gens dans des entreprises, vous savez, les cas des Congo Airways aujourd'hui en difficulté, oui. On a placé des gens à la RVA, vous connaissez la suite. Donc il y a tout ceci, il y a un sérieux problème des castings. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous partez même... Allez, je vous donne un exemple simple, sur le plan sécuritaire. Le maréchal Mobutu avait formé énormément de gens de qualité. Renseignement, contre-espionnage. Quand Joseph Kabila est arrivé, il a récupéré les gens comme les François Beya. Énormément de gens. Je ne citerai pas ici parce que ce sont du domaine de la sécurité. Mais depuis quelques temps, qu'est-ce qu'on a fait? Tabula rasa. Beaucoup de ces officiers, beaucoup de ces directeurs en renseignement, beaucoup de ces gens bien formés, ils sont à la maison. Et les gens faisaient même du tintamarre dans des médias pour dire pourquoi il doit travailler François Beya, pourquoi lui, mais pourquoi je vous dis, lui. ces gens-là sont à la maison. On ne prend pas un novice et on les place à la sécurité du chef, quelqu'un qui ne connaît pas la sous-région. Ces gens-là sont à la maison. Certains sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, vous voulez qu'on soit pertinent sur le plan économique, pertinent sur le plan sécuritaire, pertinent sur le plan militaire, pertinent sur le plan du management. Et vous prenez des gens qui sont compétents, expérimentés. Vous les mettez de côté, vous voulez quel résultat? C'est pour ça que j'ai dit, il n'est jamais trop tard. Nous allons terminer avec cette question. Est-ce que... Pour mieux faire, il n'est jamais trop tard pour rectifier les tirs. Est-ce qu'avec tout ça, on ne vend pas finalement une image négative de notre pays à l'extérieur? Même si c'est vrai, tout le temps nous avons cette main tendue, nous pensons toujours dans notre subconscient que les saluts viendraient de ces gens. Mais est-ce qu'en même temps, on n'envoie pas un signal négatif? Est-ce que vous connaissez un seul pays qui s'est développé avec l'extérieur? Non, impossible. Moi, je suis souvent choqué quand je vois une ambassade offrir des rames de papier à une administration. Et on filme. 3 imprimantes. Et vous voyez, le ministre lui-même, il se déplace. Il dit, nous saluons la coopération. Ils ont toujours des termes superlatifs avec tel pays. On vous a donné combien? On nous a donné 30 cartons de papier duplicateur avec 12 bancs. Pendant la Covid ici, j'ai vu ici sur ce plateau, l'ambassadeur des États-Unis, plus le monsieur du l'USAID, plus le représentant de la Grande-Bretagne, pour venir nous donner des masques. Des masques. Ça fait rire, mais ça fait mal au cœur, en fait. Et donc, l'image dont vous parlez, la mauvaise image, c'est nous-mêmes qui devons fabriquer la bonne image. C'est nous-mêmes qui devons, à un moment donné, comme disait mon père, nous énerver contre la médiocrité et la misère. Parce que si vous êtes énervé contre la médiocrité, vous dites, moi je ne peux pas être sale. Vous allez vous réveiller tôt, vous allez balayer chez vous et vous allez laver vos habits pour être propre.
Si vous vous énervez contre la pauvreté, vous allez dire, moi je vais travailler dur pour donner à manger à mes enfants, pour que moi-même je sois bien, pour qu'on ne se moque pas de moi. Lorsque nous sommes là en train d'attendre que des ONG qui lèvent les fonds là-bas chez eux, sur le dos de notre misère, et ils viennent nous distribuer 1/10 de ce qu'ils ont levé en notre nom, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis aussi en même temps les minéraux, parce que c'est toujours Plus de minéraux. l'ensemble des cartels, ils se connaissent entre eux. Hein, est-ce que vous êtes jamais posé la question pourquoi toutes les ONG vont toujours à l'Est? Et pourtant, il y a aussi des malnutris au centre. Hein. Mais allez à Goma, Ils sont allez pas à au centre, ils sont pas là. Chabunda, partout, vous allez voir des jeeps et des jeeps qui circulent, des ONG, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, l'aide aux femmes des machins, l'aide de... Mais en réalité, ils font du renseignement. Ils sont dans le mining, ils sont dans le trafic d'influence. Regardez que on nous a transposé la violence juste dans le Bandundu, où il n'y avait rien. Tout ça, c'est pour distraire, affaiblir l'État. Ça sera d'ailleurs notre prochain sujet qu'on pourra décortiquer sur ces plateaux. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour toutes ces explications, pour surtout la pertinence. Ça sera coupé et suivi par nos internautes qui sont très heureux de vos interventions. Merci en tout cas. Merci et à la prochaine. Merci. Merci à vous. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.